place. Audition de Bamba Fall aux allures d'un meeting politique. Le maire de Médina a marché du palais de la justice à la mairie en passant par les ruelles de Médina, envahies par les militants. Des contre-vérités ont été notées durant cette audition. Tous ceux qui avaient dit que la plainte était contre X, ces gens-là ont menti, commençant par le secrétaire général. Ils avaient dit que la plainte n'est visée contre quiconque. Aujourd'hui, j'ai su que la plainte était contre Bamba Fall et compagnie de Dakar. Donc c'était clair aujourd'hui. Et à travers ma personne, il ne recherchait que la personne de Khalifa Ababacar Sall. Au banc des accusés, Ousmane Tanor Dieng est le chef de l'État. Il avait refusé tous les postes à Wade parce que ne voulant pas s'entacher des postes de Wade pour au moins affaiblir sa candidature. Aujourd'hui qu'il sait qu'il ne peut plus être candidature parce que Macky les a trompés. Vraiment, je suis désolé de dire à Macky Sall que le colis que Ousmane Tanor Dieng l'a envoyé et qu'il vient de réceptionner, ce colis est vide. Et la moitié du colis est constituée par des produits périmés. Et pourquoi cette marche? La réponse est simple. J'ai préféré marcher du tribunal à la mairie parce que la dernière marche ne m'a pas trouvé au Sénégal. J'ai voulu payer cette dette. Bamba Fall et compagnie veulent sillonner le Sénégal pour installer des cellules pour la liste Taxawu Sénégal aux élections législatives. Ils martèlent qu'ils sont toujours au Parti socialiste. Nous restons avec le maire socialiste. La présence d'Ousmane Ngom à côté du chef de l'État inquiète Bamba Fall. Il craint des fraudes, notamment sur la confection des nouvelles cartes d'identité biométrique de la CEDEAO. Selon lui, c'est ce qui explique la présence de l'ancien ministre de l'Intérieur sous le magistère de Maître Wade dans les rangs de la mouvance présidentielle. Voici la réaction de Bamba Fall. J'ai des craintes parce que quand Ousmane Ngom a été convié et a voyagé avec le président, je pense que Ousmane Ngom n'a pas une grande force de mobilisation. Selon mes craintes, je crois que son invitation est relative aux cartes d'électeurs, aux cartes d'identité. Parce que celui qui connaissait Iris Corporation, les premières cartes d'identité et cartes électeurs, c'est lui qui l'avait négocié. Et c'est cette même société qui est revenue prendre nos sous. Et on l'a payé 50 milliards sans appel d'offres. Alors, aujourd'hui, on dit que les sous-préfectures prennent 100 personnes, ou bien 50. Au niveau de l'extérieur, ça n'a pas commencé. Et souvenez-vous, au niveau du référendum, au dernier moment, on nous disait que la machine est tombée en panne. Et on nous disait qu'on a trouvé quelques personnes dans les sièges de l'APR confectionner des cartes. Donc moi, j'aimerais voir les carnets de charge. Est-ce que des cartes ont été déjà confectionnées en faveur d'autres militants ou non? Pourquoi on nous traîne 50 par jour et puis 50 par jour pour des élections qui auront lieu dans 6 mois? J'ai peur. J'ai peur. J'ai des craintes par rapport à l'établissement des cartes. Je l'annonçais en début d'édition, le dépôt de dossier pour l'obtention de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO relève d'un véritable parcours du combattant. À la sous-préfecture des Parcelles Assainies, il faut passer la nuit ou être sur les lieux à 3h, voire 4h du mat pour espérer avoir un ticket d'entrée. Une situation que déplorent les nombreuses personnes trouvées sur place. Elles demandent une décentralisation des commissions pour leur éviter les longues files d'attente. Le sujet est signé Code Ndiaye. Ils sont venus des Parcelles Assainies, de Cambérène, de Grand Médine, de Grand Yoff, avec comme préoccupation commune déposer leur dossier pour obtenir une carte nationale d'identité biométrique. Mais la tâche n'est pas de tout repos pour ces demandeurs. Pour pouvoir espérer avoir un numéro, il faut pratiquement passer toute la nuit ici. Il y a des gens qui font 12 heures de temps. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui vient ici à partir de 20h ou 21h et dormir là sur en plein air, vous voyez. Il y a des personnes qui passent la nuit ici. D'autres viennent à 4h du matin. Et puis, c'est des personnes âgées. Et malgré tout, le travail de 8 à 9h moins. Passer une nuit à la Belle Étoile n'est pas une garantie. Certains sont souvent renvoyés pour complément de dossier.
Il y a ceux qui passent la nuit à la Belle Étoile et une fois à l'intérieur, ils n'ont pas de ticket. On les renvoie à nouveau. C'est difficile. Il y a un problème d'information. Parce qu'il y a des gens qui attendent, qui passent toute la nuit et arrivés au bureau, on vous dit qu'il vous manque ceci, il vous manque cela. Ce vieux est âgé de 80 ans. Il dit n'avoir jamais rencontré de pareilles difficultés pour obtenir une pièce d'identité nationale. Il faut qu'ils nous aident. On ne peut pas rester debout toute une journée. J'ai jamais vécu une situation pareille. C'est pas tout le monde qui a quelqu'un à envoyer pour avoir une place et revenir le matin pour récupérer la place. Ces demandeurs exigent une délocalisation de ces dépôts de dossiers. La meilleure des méthodes, c'est la décentralisation. Vous voyez ? Il faut que les commissariats de police, les mairies, qu'on décentralise tout. Vous voyez, il faut avoir le matériel qu'il faut parce que le peuple a droit à cette pièce. Imaginez quelqu'un qui reste là 12 heures de temps, il ne peut pas travailler. Il faut donc se réserver une journée entière pour ne rien faire. Il faut qu'on délocalise les travaux dans les mairies et même dans les quartiers. Ça nous facilitera les choses. Acquérir une carte nationale d'identité est un devoir citoyen. Un devoir difficile à accomplir avec une désorganisation décriée par bon nombre de demandeurs, comme c'est le cas ici, à la sous-préfecture des Parcelles Assainies. Intéressons-nous à présent au classement Doing Business de la 153e place. Le Sénégal est passé à la 147e sur 190 économies. Il gagne 6 places plutôt, des progrès dus aux réformes entreprises par le gouvernement. Nos reporters ont tendu leur micro à des économistes. Ils indiquent que ces performances ont été enregistrées grâce à la dynamique des entreprises sénégalaises. Plus de détails avec Abigail. 147 pays sur 190, c'est le classement du Sénégal dans le rapport Doing Business 2016. Le pays gagne ainsi 6 places, des progrès dus à un certain nombre de réformes. Performance qui trouve son expression autour de 4 facteurs essentiellement. D'abord, il y a ce qu'on appelle les réformes par rapport au titre de propriété, mais également les réformes par rapport au crédit. Et également les réformes par rapport, disons, à la liquidation des entreprises, à l'appurement du passif. Le Sénégal, quand même, s'est un peu débrouillé du point de vue même de l'octroi des terres, de la gestion foncière et sur le plan aussi de la création d'entreprises. Le Sénégal a quand même, n'est-ce pas, raccourci les délais de création d'entreprises. Et je crois que aussi l'accès à l'électricité, il faut quand même accepter que le Sénégal a fait quand même des bons en avant. L'objectif des études du Doing Business est d'inciter les entreprises à aller vers des pays où le climat des affaires est propice. C'est une notation avec des indicateurs composites donc, et des sous-indicateurs, et que donc ce n'est pas vraiment un baromètre pour mesurer, n'est-ce pas, le développement d'un pays, mais simplement c'est pour inciter les entreprises à venir vers tel ou tel pays parce que le climat des affaires y est propice. Donc c'est pour encourager les gens à assainir, à mettre en place les conditions idoines pour que les hommes d'entreprise puissent venir investir à ce moment-là. Selon ces économistes, le Sénégal est devenu attractif à cause de la bonne dynamique de son économie. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est la bonne dynamique de l'économie sénégalaise. Parce que, à quoi servent les réformes? Les réformes, c'est pour faciliter les business au Sénégal. Et si on regarde les indicateurs, l'investissement direct étranger a connu un boom au Sénégal. Les investisseurs arrivent et c'est ça l'intérêt du Doing Business. Le rapport Doing Business 2016 de la Banque mondiale souligne l'impact des réformes entreprises depuis 2015. Il note également une amélioration du climat des affaires au Sénégal. Abigail, vous l'avez dit, ce bond en avant est le fruit de réformes entreprises par l'État ces dernières années. Seul paradoxe, le port autonome de Dakar, qui mobilise une bonne partie des ressources du pays, est toujours réticent au système de guichet unique. Situation que fustigent les acteurs portuaires. Mansour Sow nous en dit plus. Le défi de faire des affaires est en marche au Sénégal
Nous témoigne le dernier rapport Doing Business qui classe notre pays à la 147e place sur 190 économies. Cependant, force est de constater qu'il existe des poches de résistance à la révolution technologique. Au port autonome de Dakar, la mise en place d'un guichet unique tarde à se concrétiser. Situation qui a fini par outrer l'UCITA, l'Union sénégalaise des entreprises de transport et de transit agréées. Il y a une certaine réticence du port aussi là, pour le guichet unique. Il faut qu'on aille jusque-là. Et tout ça encore, c'est des coûts que vous, consommateurs, que vous ne le sentez pas. Parce que vraiment, ce n'est pas visible. Donc nous sommes prêts à aller à accompagner toutes les autorités pour que le Sénégal aille jusqu'à vraiment la mise en place d'un guichet unique. Le Sénégal ne traîne pas les pieds en tant que tel. Bon, si on considère déjà que par rapport à, disons, à l'automatisation des procédures, tout est en place. Maintenant, le problème, c'est de créer des synergies entre ces différents acteurs, que sont le port, la douane et également les acteurs. Un système d'information communautaire est bien possible au Sénégal. D'ailleurs, notre pays a exploré ces technologies bien avant beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Eux, ils ont commencé presque 3 années après la mise en place du pays de Gaïndé. Ces gens, ils sont déjà encore dans ils ont déjà installé le guichet unique. Pourquoi nous? Nous qui avons exporté l'expertise de la sénégalaise, donc juste dans ces pays, nous ne sommes pas encore capables de mettre en place un guichet unique. Il y a un manque de volonté. Le Sénégal, la porte de l'Afrique de l'Ouest, est un carrefour entre le Maghreb, l'Afrique noire, l'Europe et l'Amérique. Ce qui lui donne un accès privilégié aux marchés régionaux et internationaux parce que bénéficiant de la proximité des marchés d'Europe et d'Amérique. Seulement, il faut constater que cette ouverture n'est pas suffisamment exploitée à cause de procédures jugées trop lourdes. Lancement ce mercredi du projet couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise. La mairie de Dakar va ainsi encourager les jeunes et les femmes à s'investir dans l'entrepreneuriat. Grâce aux partenaires, ces personnes bénéficieront pour un début de financement afin de pouvoir concrétiser leurs projets. Ils seront plongés dans l'univers réel du monde des entreprises, nous dit Luistina Sagna. Devenir chef d'entreprise ne s'improvise pas, c'est du moins l'avis de la mairie de Dakar en coopération avec la ville de Marseille. Un partenariat fécond qui a abouti à la création de la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise. Ces jeunes vont travailler ici, à Dakar, et dans leur entreprise respective. Donc à partir de là, ce ne sont pas des gens qui partiront à l'extérieur de Dakar et du Sénégal. C'est ce que nous souhaitons, c'est pour ça que la ville de Marseille s'implique beaucoup. Il y a un financement, il y a le ministère des Affaires étrangères, la ville de Marseille et l'IMF qui sera partenaire avec nous. Bon, la couveuse d'entreprise, c'est un lieu d'apprentissage où on teste la création d'entreprise. C'est-à-dire c'est un lieu où le porteur de projet va apprendre à entreprendre. Autrement dit, il va être mis dans une situation réelle de création d'entreprise. Il va produire des biens ou des services, il va prospecter, il va vendre dans une situation réelle sans avoir encore à créer réellement, effectivement, son entreprise. Les porteurs de projets susceptibles de bénéficier du dispositif sont âgés de moins de 40 ans. Ils sont choisis sur la base d'un appel à projet. La durée de présence en couveuse est de 12 à 36 mois, renouvellement compris. Outre le financement des équipements, les porteurs de projets auront aussi la possibilité de bénéficier d'un prêt. Parce que dans une couveuse, on apprend le métier d'entrepreneur. Alors, il ne s'agit pas de faire des dons et à l'arrivée, les gens ne sont pas motivés. Il s'agit de leur apprendre aussi à emprunter et à rembourser des crédits. CPM présente un certain nombre d'avantages et il permet aux porteurs de projets de tester la fiabilité de son projet, la solvabilité de son marché, tester et développer sa capacité à produire, à vendre et à décider, pour ne citer que cela. Allons à Saint-Louis, la convergence des cadres républicains de la localité préoccupés par le développement socio-économique de leur région. Ses membres veulent que la vieille ville bénéficie pleinement des retombées de l'exploitation des énergies fossiles. Ils promettent d'appuyer la mairie de la localité afin de trouver l'expertise nécessaire pour faire face à Cosmos Énergie. La convergence des cadres républicains de Saint-Louis prévoit d'organiser en avril prochain un cadre d'échange sur la question. Sur place, nous rejoignons Gambigay. yan yoon la ñuy xàll teg ci li nga xamee ni
moom mooy yokkute ci wàllu koom ci wàllu aada ak cosaan ak ci wàllu li nga xamee ni moom moo soxal askan wi ci réewum Sénégal rawatina fii ci diwaanu Ndar mooy waxtaan wi nga xamee ni moo lëkkale woon ñi nga xamee ni dañu bànqaasoo ci kuréel googu ñuy duppee convergence des cadres républicains. Nous nous excusons pour cet élément. La promotion de la bonne gouvernance dans les collectivités locales intéresse les femmes élues. Elles se sont réunies à Saly pour échanger sur cette thématique. Les organisateurs soutiennent qu'avec la parité, beaucoup de femmes arrivent au poste de conseiller sans formation. Selon eux, il est opportun de les outiller pour leur faire participer à la gestion des affaires des mairies et conseils départementaux. Ibrahim Adem est le directeur de la bonne gouvernance. Il s'est entretenu avec Mamadou Diop. Oui, cette formation est revêt deux enjeux. L'enjeu premier, c'est de la promotion de la bonne gouvernance. Parce que nous avons en charge la promotion de la bonne gouvernance et nous considérons que les femmes élues ont une part de responsabilité, un rôle important à jouer dans la promotion des valeurs et principes de la bonne gouvernance. C'est pour ça que nous sommes en train de les former pour s'approprier les principes et valeurs de la bonne gouvernance, mais aussi développer un leadership transformationnel qui leur permettrait de jouer véritablement le rôle au sein des instances de décision et de la société pour promouvoir les principes de transparence, de participation et de reddition des comptes. C'est extrêmement important parce que ce sont les acteurs, les actrices de développement à la base. L'autre enjeu, c'est par rapport au développement du capital humain, objectif du plan Sénégal émergent. Parce que quand on parle dans le PSE de transformation structurelle de notre société, on peut le faire qu'en développant le capital humain, c'est-à-dire les acteurs qui sont chargés d'animer le développement local et national. Et donc c'est une contribution à la formation du capital humain pour la transformation structurelle de notre société. Nous retournons à Saint-Louis pour parler d'éducation cette fois. Les grands domaines du Sénégal viennent d'offrir des kits scolaires à plus de 2000 élèves des écoles élémentaires. Un geste destiné à accompagner les objectifs d'accès de qualité dans l'éducation au niveau de l'IEF de Saint-Louis département. La cérémonie officielle a eu lieu à Ndiaoudoun, la plus grande école de la localité. Justement, l'établissement bénéficiera cette année de la construction d'une nouvelle salle de classe. Je vous propose de suivre Abdou Samb, DRH des GDS et le directeur de l'école de Ndiaoudoun au micro de Gambidja. Alors, c'est une cérémonie solennelle qu'on a débutée il y a 3 ou 4 ans. Et chaque année, on l'augmente en volume et en nombre d'écoles couvertes. Nous avons démarré à 7 écoles. Aujourd'hui, cette année, nous sommes à 11 écoles. Donc, c'est une distribution qu'on fait dans le cadre de notre responsabilité sociétale d'entreprise, dans l'environnement immédiat. Cela veut dire les villages qui nous ont accueillis depuis des années et dans lesquels nous avons notre bassin d'emploi. La diffusion qui s'est faite de façon très tôt va permettre aux élèves de commencer tous les apprentissages, aux maîtres d'effectuer aussi les apprentissages dans les délais les plus courts. En relation de partenariat avec les autorités académiques qui nous accompagnent dans tout cela. Cette année, l'innovation a été qu'on a fait dans l'équité, cela veut dire en fonction du nombre des classes et en fonction des nombres des élèves. Pas une distribution égalitaire, quel que soit le nombre et la dimension des écoles. Donc ça, c'est une innovation qu'on doit aux autorités académiques. Donc c'est un acte que nous magnifions, et nous remercions du fond du cœur GDS pour cet acte hautement symbolique. Cette année-ci, vous avez bénéficié d'une salle de classe avec l'appui des GDS. Oui. Bon, ça va permettre aussi de mettre les élèves dans les conditions les meilleures parce que aussi quand les élèves souvent sont confrontés à certaines difficultés, souvent les apprentissages ne se passent pas dans les conditions les meilleures. Mais du moment qu'on va bénéficier d'une nouvelle classe, je crois que ce sera un plus pour les élèves, donc d'être dans les conditions les meilleures et pour les enseignants et pour tout le village. Ces distributions de prix à l'ouverture des classes et la distribution des prix, fourniture à l'ouverture des classes et distribution des prix à la fin de l'année scolaire sont inscrits dans nos agendas et on souhaite le faire de manière pérenne. Voici une nouvelle qui devrait faire plaisir à plus d'un. La route Ourossogui-Bakel bientôt réhabilitée. Déclaration du premier questeur de l'Assemblée nationale. Daouda Dia était à Odobéré où il présidait la clôture des journées culturelles de jeunes de cette commune du département de Kanel. Daouda Dia s'exprime au micro de Mansour Sow. Les doléances de Danemayo sont les doléances pratiquement de Djeri. Ce sont les routes, les principales routes. La route Ourossogui-Matam revient une ancienne doléance mais qui revient toujours.
j'ai eu des assurances de son Excellence M. Macky Sall que les travaux vont démarrer en janvier au plus tard. Le financement est déjà bouclé, donc les travaux vont bientôt démarrer. Et l'autre doléance qui est un petit peu qui revient, c'est la route du Wallo, la route qui va de Matam à Demankani. Actuellement, c'est une piste qui est en construction dans certaines localités, mais que les populations ont formulé de souhait que cette piste soit bitumée. C'est le principal programme du département de Kanel. Une fois que les ponts qui sont en construction, notamment le pont de Vieux de Bossiab et le pont de Ganguil-Soulé, qui sont en construction, sera une bouffée d'oxygène pour les populations de Danemayo. Je le disais en titre, la Gambie n'est plus membre de la Cour pénale internationale, un désistement qui fait suite à ceux du Burundi et de l'Afrique du Sud. Banjul a depuis ce 25 octobre entamé le processus prescrit par le statut fondateur. Le Comité sénégalais des droits humains ainsi que la RADDHO regrettent ces départs tous azimuts. Ces droits de l'homme s'appellent à un dialogue fécond et inclusif pour corriger les tares de la juridiction internationale avant que d'autres pays ne leur emboîtent le pas. C'est un travail d'Elhaj Moussabé. C'est le Burundi qui a ouvert le bal des départs de la CPI. Au lendemain de sa déclaration, l'Afrique du Sud lui emboîte le pas et voilà que la Gambie annonce son retrait. Un concert de départ dont se désolent les défenseurs des droits humains. C'est regrettable parce que le sens et la portée de cette juridiction, c'était de lutter contre l'impunité. Et lutter contre l'impunité aujourd'hui est une nécessité pour la protection des droits humains. Le retrait gambien, pour le citer, a mis un coup dur pour Mme Bensouda personnellement, parce que c'est une ressortissante gambienne et comme vous l'avez souligné, elle fut ministre de la Justice du président Djamé. Donc au-delà même d'un retrait, ça a l'air d'un lâchage personnel. Le sentiment d'injustice noté dans le fonctionnement de la juridiction serait-il une cause de ces départs tout azimuts? En tout état de cause, l'institution judiciaire connaît des imperfections à corriger, assurent ces praticiens du droit. Il y a des pays, membres du Conseil de sécurité, qui disposent de ce qu'on appelle le droit de veto. Donc, il est clair que ces pays ne seront jamais attrait devant le bureau du procureur. Effectivement, ceux-là qui détiennent un droit de veto puissent prendre en compte également l'ensemble des critiques, des suggestions et des observations qui sont faites par d'autres pays. L'impératif pour eux serait de dialoguer pour trouver des solutions à la crise que traverse la CPI. La solution pourrait venir d'un sommet qui réunirait l'Assemblée des États partis, ou en tout cas une représentation de l'Assemblée des États partis, le secrétariat général des Nations Unies et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et éviter un peu que, effectivement, une certaine opinion africaine puisse considérer que c'est un peu une juridiction qui est créée pour les autres. Il faut que la Cour quand même exerce sa compétence universelle. C'est-à-dire qu'aucun point du globe ne doit être épargné par cette compétence. Des craintes sont émises sur d'éventuels départs. Une mauvaise solution, jugent ces défenseurs des droits humains qui attestent que par vote de résolution du Conseil de sécurité, les États peuvent bel et bien être attraits devant la juridiction subsidiaire. La vague de retrait de la Cour pénale internationale retient toutes les attentions, prétexte pour la rédaction de poser le débat sur la vie et l'avenir de cette juridiction. Beaucoup d'ONG africaines dénoncent la justice jugée sélective de cette Cour. D'ailleurs, ils sont nombreux à prôner la mise sur pied d'une cour pénale plutôt internationale ou d'une Cour pénale africaine. La CPI, une justice à deux vitesses, c'est l'affaire de Monsoso. Le 17 juillet 1998, le statut de la Cour pénale internationale était adopté à Rome. C'est pour marquer cet anniversaire fondateur que la journée du 17 septembre a été décrétée journée de la justice internationale. 18 ans après sa mise sur pied, cette cour, la première du genre permanente créée pour combattre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, révèle des tares, notamment dans son universalité. La convention de base n'est pas ratifiée par les plus grandes puissances au monde. Les États-Unis n'ont pas ratifié la convention de Rome de 1998 qui a mis en place cette CPI. La Russie non plus, la Chine, l'Inde. Autre point noir de la CPI, la juridiction internationale est jugée par certains comme trop sélective,
Une justice à deux vitesses qui vise en priorité les Africains. Depuis sa création, elle ne s'intéresse que, en tout cas d'après ce qu'on a vu, que des problèmes de l'Afrique. La Cour pénale internationale permanente est une organisation internationale indépendante qui n'appartient pas au système des Nations Unies, ni bien entendu à aucun État. Elle siège à La Haye, aux Pays-Bas. La CPI est composée de 18 juges rassemblés dans 3 chambres, d'un bureau du procureur en charge des enquêtes et poursuites, ainsi que d'un greffe. Dans sa nomenclature, elle est presque dirigée par des Africains, d'où la question de savoir si l'Afrique n'est pas apte d'avoir sa propre juridiction permanente. On a les compétences parce que c'est nous qui dirigeons aujourd'hui matériellement la CPI. Donc pourquoi pas créer notre propre juridiction en Afrique qui serait une juridiction continentale. Son inspiration est déjà ancienne et correspond avec la découverte des génocides, crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés tout au long du XXe siècle. Les premiers procès, comme Nuremberg en 1945 et Tokyo en 1946, ont jugé des auteurs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ensuite, dans les années 90, juste après la fin de la guerre froide, que des tribunaux internationaux se sont réunis pour juger des crimes de même nature, comme l'ex-Yougoslavie ou encore le Rwanda. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. L'info continue sur la DTV avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. mbokk julit yi mbokki taalibe yi ci ndigalal Serigne Sidi Mokhtar Mbacké xalif général kulu murit ñu ngi leen di yëgal ndaje mi di forum ci màggal ak ren ji dimanche fanweeri fan ci weeru octobre 2016 nag la tëj forum boobee ñu jagleel màggal ak Touba gi xew ak tëj gi ci dimanche ji kon ñeenti waxtu ci ngoon ci jumaa ju sell ji di jumaay Masalikul Jinaan ñu ngi ci woo mbooloom julit yi Sénégal mbooloom këri diine yi ci réew mi mbooloom daayira yi kilifay réew mi kilifa aada yi di ci woo it koox diplomatique bi maanaam kilifa yi toogal ci Sénégal seeni réew ñu ngi xaarit ci boo même ndaje ay gan yu bàyyi ko bitim réew. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله